a-t-il quelqu'un récemment qui est allé visiter les États-Unis ou qui a acheté quelque chose aux États-Unis? Est-ce que vous avez vu une petite différence par rapport à ces derniers mois? Pardon? Ça coûtait cher, hein? Ça vous coûte plus cher maintenant d'acheter aux États-Unis qu'il y a un an. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé ça pour faire des voyages aux États-Unis, là. Si vous prenez votre dollar canadien, vous allez aux États-Unis, vous n'achetez pas grand-chose. Comment ça se fait que le dollar canadien a baissé comme ça? Est-ce que c'est parce que les Canadiens, on n'est pas bons? La réponse est non. L'autre chose qu'on voit en même temps, est-ce qu'il y en a qui ont des voitures ici? J'imagine que tout le monde a des voitures. Ceux qui ont suivi des cours d'équipement des voitures. OK. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué depuis un an en conduisant votre voiture? L'essence, c'est pas cher. Pourtant, on disait que l'essence allait, le prix de l'essence allait augmenter, puis que personne ne conduirait des voitures dans 5 ans. Mais là, l'essence diminue, puis on a le dollar canadien qui diminue. Coïncidence? Pas nécessairement. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va faire. Donc, on a la baisse du prix du pétrole. Je vais essayer d'expliquer pourquoi le pétrole diminue. Ce n'est pas un phénomène canadien, c'est un phénomène international. Parce que le prix du pétrole diminue, le dollar canadien diminue. Les deux sont interreliés. On va expliquer pourquoi le dollar canadien diminue. Je vais vous montrer un petit modèle très simple que vous pouvez utiliser dans votre vie pour comprendre les variations du taux de change. Et s'il y a des vrais économistes dans la salle, ils vont me lancer des tomates pourries parce que je présente ça tellement simple que c'est presque insultant pour quelqu'un qui a fait de l'économie. Hein, parce que l'économie, c'est difficile. Puis, parce qu'il y a la baisse du prix du pétrole, on a un ralentissement économique. Donc, on a des conséquences sur l'économie canadienne, un ralentissement économique, et le gouvernement fédéral vient de déposer son budget, le gouvernement Trudeau, avec un déficit budgétaire. Et il y a une partie du déficit budgétaire qui est expliquée par le ralentissement économique. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que la baisse du dollar canadien va peut-être aider à la reprise économique au Canada. On va expliquer tout ça par étapes, mais avant, juste un petit rappel. Offre et demande. Et ça, c'est la chose la plus plate dans l'économie ou la plus utile. Là, vous êtes dans un magasin. Vous êtes le vendeur, vous êtes dans un supermarché, vous êtes le gérant du supermarché. Il y a plein de pommes. Puis il y a des consommateurs. Quand il y a beaucoup de pommes, et vous avez peur de ne pas écouler vos pommes, vous faites quoi? Pardon? Baisse le prix. On baisse les prix. Quand on baisse le prix, bien là, les consommateurs vont être intéressés à acheter des pommes. Les pommes vont s'écouler. Donc, quand il y a beaucoup d'offres, quand l'offre augmente, on baisse le prix. Quand il y a 3 pommes, il y a plein de consommateurs qui la veulent, comment on répartit les 3 pommes? On augmente le prix. Il y en a sûrement un qui est prêt à payer plus cher là-dedans. C'est lui qui va obtenir les pommes. Ça, c'est la même chose que, là, j'allais donner l'exemple du Canadien de Montréal. Hein. Tout le monde veut aller voir le Canadien de Montréal, puis aujourd'hui. Mais en temps normal, l'année prochaine, ils vont commencer à être bons encore jusqu'en décembre, puis ils vont devenir mauvais après. Donc, en septembre, si vous allez, tout le monde va aller au Centre Bell, mais il y a 21 000 places dans le Centre Bell. Donc, il y a un nombre limite. Tout le monde veut y aller, le prix est très élevé. Donc, quand l'offre diminue, le prix monte. Hausse de prix. Maintenant, si on a des pommes, puis on a beaucoup de demandes, il y a plein de gens qui viennent dans le supermarché. Le gérant, qu'est-ce qu'il va se dire? Il y a quelque chose qui se passe, les consommateurs veulent des pommes. Ou bien ils aiment beaucoup les pommes, ou bien ils sont devenus riches, mais ils veulent des pommes, j'augmente mon prix. Donc, quand on a beaucoup de demandes, quand la demande augmente, hausse de prix. Quand c'est le contraire, quand tout d'un coup, il n'y a plus personne, bien, comment on fait pour reculer nos pommes? On baisse le prix. Donc, quand la demande diminue, le prix baisse. Donc, ça va revenir partout dans la présentation. Ça, c'est juste pour le petit rappel plate niaiseux. Là, on regarde, j'ai dit chute des prix du pétrole. Donc, on voit que depuis à peu près 2000, le prix du pétrole monte, pour atteindre un pic en 2008. D'un coup, whoop, chute en 2008. J'ai marqué grande récession. Grande crise économique. 2008, c'est la crise des subprimes. Peut-être que ça ne vous dit rien. Mais c'est la plus grande crise économique depuis 1929. C'est pour ça qu'on l'appelle la grande récession.
Ça, on le voit. Là. Pouf. Après ça, on s'en est sorti. Là, les prix du pétrole montent. Puis là, en 2014, c'était 100 $ le baril de pétrole. Pouf, c'est tombé à 30 $ le baril de pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier facteur, les Chinois. Les Chinois, il y a combien de personnes qui vivent en Chine? 1 milliard? 1,2, 1,3 milliards? 1,7, on ne va pas faire un concours, là. C'est tous des gens qui sont en train de se sortir de la pauvreté. Chaque Chinois veut une télé. Chaque Chinois veut une machine à laver. Chaque Chinois veut une voiture. Ils produisent de plus en plus. Si vous allez au magasin à 1 $, c'est tous des produits chinois. Donc, ça prend de l'énergie pour fabriquer des choses. Ça prend de l'énergie pour des voitures, pour les machines à laver, pour les télés. Ça prend de l'énergie pour construire des aéroports, construire des routes, construire des usines, faire fonctionner les usines. La croissance chinoise depuis 2004, regardez ce qu'on a comme croissance. On a des 10 11 14 9 10 Au Canada, la croissance est à peu près de 1 Donc, les Chinois ont 10 fois plus de croissance que nous. Ils se développent rapidement, ils ont besoin d'énormément d'énergie. Donc, là, j'ai marqué la demande diminue, mais en fait, entre 2004 et 2011, on a la demande chinoise qui augmente. On a des millions de personnes qui se sortent de la pauvreté, qui veulent consommer. Donc, ça prend de l'énergie pour pouvoir fabriquer les produits que les Chinois nous envoient par la suite. Sauf que depuis 2012, la croissance chinoise diminue. 7,75, 7,27, 6,50, 6,20. Croissance chinoise ralentie, les Chinois produisent de moins en moins, donc ils ont moins besoin d'énergie. Donc leur demande diminue. Puis quand la demande diminue, qu'est-ce qui arrive au prix? Faut-tu que je remette mes bonhommes? Il y a peu de consommateurs, il y a des pommes. Qu'est-ce qui se passe avec les pommes? La baisse de prix. Donc là, on voit pourquoi il y a une baisse de prix du pétrole, parce que les Chinois consomment de moins en moins de pétrole. Diminution de la demande. On a un ralentissement de la croissance chinoise. Ça, c'est le premier gros facteur. Deuxième gros facteur, les Américains. Les Américains produisent de plus en plus de gaz de schiste. Ça, on sait c'est quoi? On a entendu parler ici. Ça, c'est des gaz qui sont dans le sol. Il y en a partout au Québec. Mais c'est assez compliqué pour aller le chercher. Il faut fracturer les sols pour aller chercher le gaz qui est là et transformer ensuite en énergie. Depuis à peu près 10 ans, il y a une croissance de 1430% de la production de gaz de schiste aux États-Unis. Les Américains sont en train de devenir indépendants en termes de consommation d'essence. Normalement, les Américains produisent, ils ont du pétrole, mais ce n'était pas suffisant pour leurs besoins. Ils devaient faire venir du pétrole du Venezuela, de l'Arabie Saoudite, d'autres pays. Mais avec le gaz de schiste, ils en ont de moins en moins besoin. Donc là, dans le fond, il y a une plus grande production. On a augmenté la production, on a augmenté l'offre. Qu'est-ce qui se passe sur les prix quand l'offre augmente? Les prix baissent. Donc, on revient aux pommes. Quand il y a beaucoup de pommes, comment on fait pour écouler les pommes? Bien, on baisse le prix des pommes. Deuxième facteur pourquoi le prix de l'essence du pétrole diminue, c'est parce que les Américains ont produit énormément de gaz de schiste. Ça augmente la quantité, l'offre, le prix baisse. Baisse de prix. Troisième facteur, et ça c'est peut-être un facteur qui est plus compliqué, c'est l'Arabie Saoudite. Est-ce que tout le monde sait où est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? C'est au Moyen-Orient, un pays arabe. C'est eux qui contrôlent l'OPEP. L'OPEP, c'est quoi? C'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est un cartel. Ça veut dire quoi un cartel? C'est des pays qui se mettent ensemble pour contrôler les prix. Ils coopèrent ensemble, ils se mettent ensemble, ils se rencontrent, ils disent OK, notre objectif c'est de maintenir des prix élevés pour qu'on fasse le plus de revenus possible.
Et le Canada n'est pas dans ce cartel-là. Mais il y a plusieurs pays et ça fonctionne très bien. Mais l'Arabie saoudite, c'est le plus gros producteur au sein de ce cartel-là. Donc, dans ce groupement-là de pays, c'est le plus gros producteur. Ils sont capables, à eux tout seuls, de contrôler les prix mondiaux du pétrole. Mettons que l'Arabie saoudite veut faire monter les prix. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Augmenter la production. Monter les prix, on baisse la production. Donc, on ferme le robinet. Eux, c'est facile. En Arabie saoudite, tout ce qu'ils ont à faire, c'est creuser dans le sol, puis le pétrole sort. C'est du pétrole très facile, très peu coûteux à extraire. On creuse un trou, pratiquement le pétrole sort. Donc, si on veut faire monter les prix, tout ce qu'ils ont à faire, c'est fermer le robinet. On réduit l'offre, puis ça va faire monter les prix. Et c'est le contraire. Mettons qu'eux veulent faire baisser les prix, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir le robinet, produire plus de pétrole, puis faire baisser les prix. Donc, à eux tout seuls, ils ont la capacité, s'ils voulaient, de maintenir les prix à 100 $ le baril. Alors, à ce moment-là, pourquoi ils ont laissé les prix baisser jusqu'à 30 $? Il doit y avoir une raison. Ralentir la production de gaz de schiste aux États-Unis. Avant, les États-Unis devaient acheter du pétrole à l'Arabie saoudite. Ils étaient contents. Maintenant, les États-Unis ont de moins en moins besoin du pétrole de l'Arabie saoudite. Les États-Unis sont en train de dire, bon, ben là, l'Arabie, là, maintenant, là, on est capable de se débrouiller tout seul, on a besoin d'être dépendant de vous. Ça énerve un petit peu l'Arabie saoudite. Ils se sont dit, si on fait baisser les prix, puis baisser les prix, puis baisser les prix, exploiter du gaz de schiste aux États-Unis, ça devient plus rentable. Parce que ça coûte cher, le gaz de schiste. C'est compliqué. On ne peut pas juste faire un trou dans le sol et le pétrole sort. Il faut aller vraiment le chercher avec des techniques très compliquées. Donc, si on baisse les prix, ça ne sera pas rentable. Il n'y a aucune entreprise qui va vouloir exploiter du gaz de schiste. Donc, peut-être qu'une des stratégies de l'Arabie saoudite, c'est d'essayer de tuer l'industrie du gaz de schiste aux États-Unis. D'ailleurs, on le voit, il y a plein d'entreprises qui ont décidé d'arrêter d'investir dans le gaz de schiste aux États-Unis. C'est plus rentable. Si je peux le vendre à 30 $ le baril, moi, je ne rentre pas dans mes coûts. Ça coûte beaucoup plus cher que 30 $ le baril exploiter du gaz de schiste. En Arabie saoudite, c'est correct. Ils peuvent faire encore de l'argent à 30 $ le baril parce que c'est très simple de faire extraire le pétrole. Mais pour le gaz de schiste, c'est pas assez. C'est pas rentable. Donc là, on est en train de se poser la question, est-ce que la stratégie de l'Arabie saoudite, c'est d'essayer de tuer le marché du gaz de schiste aux États-Unis? C'est la première raison. Deuxième raison, est-ce que vous avez entendu parler de l'accord qui a été signé entre les États-Unis et l'Iran? Vous savez où est-ce que c'est l'Iran? Est-ce que vous savez pourquoi il y avait une espèce de bataille entre l'Iran et les États-Unis? Pardon? Il y a des choses plus graves que ça. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu une tentative de coup d'État à un moment donné. Pardon? Il y a eu une tentative de coup d'État à un moment donné, puis ça a plus ou moins marché. Pour protéger l'Irak. L'arme nucléaire. L'arme nucléaire. L'Iran voulait avoir l'arme nucléaire, les États-Unis ne veulent pas. Donc là, il y a conflit. Mais il y a eu d'autres choses plus graves que ça. Il y a un film là-dessus. Les attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre, les Iraniens ne sont absolument pas responsables de ça. Ils ont 0,000 à voir avec ça. Ça, c'est l'Irak. L'Irak aussi, en fait, George Bush disait que c'était l'Irak, mais ce n'était pas l'Irak non plus. Mais c'est encore moins l'Iran, ça c'est sûr. Dans les années 80, il y a des Iraniens qui ont pris en otage l'ambassade des États-Unis. Et puis ça a été très grave. C'est depuis ce temps-là qu'ils sont en chicane. Plus l'Iran veut développer une arme nucléaire. Et les États-Unis ne veulent pas. Et là, ils viennent de signer une entente. L'entente dit, OK, maintenant, si vous ne développez pas l'arme nucléaire, si vous agréez au fait qu'il n'y aura pas d'arme nucléaire en Iran, on va vous permettre de vendre votre pétrole sur les marchés étrangers. Parce que là, pour le moment, il n'y a personne qui a le droit d'acheter le pétrole de l'Iran. Maintenant, vous mettez en Arabie saoudite, qui est juste à côté. Ça fait un concurrent de plus, ça.
Là, pour le moment, les Iraniens n'ont pas le droit d'exporter leur pétrole. Là, maintenant, ils vont avoir le droit avec cette entente-là avec les Américains. Donc là, l'Arabie Saoudite dit, ben, j'ai un futur concurrent qui va se mettre à vendre du pétrole. Je vais essayer de tout de suite baisser les prix, de prendre son marché. Donc l'Arabie Saoudite se prépare au fait que l'Iran va bientôt rentrer sur les marchés internationaux pour vendre du pétrole. Donc c'est peut-être une façon de freiner l'Iran. Troisièmement, les Russes. Vous savez, la Russie a eu les Jeux olympiques d'hiver en Russie, à Sochi. C'est les Jeux qui ont coûté le plus cher de tous les Jeux olympiques, même si c'est des Jeux d'hiver. Habituellement, les Jeux d'été coûtent beaucoup plus cher que les Jeux d'hiver. Là, ces Jeux-là, qui ont eu lieu en Russie, ont coûté le plus de tous les Jeux hiver été compris. Comment ils ont fait pour payer ça? L'argent vient de où? Pardon? La carte de crédit du président. 19 milliards de dollars sur ma carte de crédit. C'est une bonne carte. L'argent vient de où? C'est quoi la principale production de la Russie? Pétrole. Pardon? La vodka. C'est du pétrole? Es-tu du pétrole? Oui. C'est pas tout à fait du pétrole. Il y a des arbres? Oui. Gaz de schiste. Il n'y a pas du gaz de schiste, il y a du gaz tout court. Il y a de la corruption en masse, ça c'est sûr. Mais ils ont du gaz. Ils peuvent vendre le gaz. Le gaz aussi, c'est une source d'énergie. Ils font beaucoup d'argent avec le gaz. C'est un des plus grands producteurs de gaz au monde. Donc, ils sont capables de financer leurs Jeux olympiques à cause du gaz. Parce qu'à part ça, ils n'ont pas une grande base manufacturière. Ils n'ont pas réussi à développer une base manufacturière solide. Donc, comment ils font de l'argent? C'est surtout avec le gaz. Pas le gaz de schiste, le gaz régulier. Mais là, les Russes ne sont pas très gentils ces temps-ci. Ils ont envahi l'Ukraine. Et ça, c'est un pays en Europe. Ils ont décidé d'envahir une partie de l'Ukraine. Aujourd'hui, ça ne se fait plus d'envahir des pays. On ne fait plus ça. C'est stupide. Pardon? Ben, on ne les utilise pas, les bombes nucléaires, parce que s'il y en a un qui envoie une bombe nucléaire, ils vont en recevoir une sur le nez. Et c'est pas plaisant, parce que ça détruit les vies au complet. Mais, par contre, ce qu'on peut faire, c'est attaquer des bouts de pays. L'Ukraine, c'est important, mais c'est pas chez nous. Donc, on sait que l'armée canadienne n'ira pas en Ukraine défendre l'Ukraine. Les Américains se disent, bon, ben, l'Ukraine, c'est important, mais c'est pas chez moi non plus. Pardon? Oui, sauf qu'il n'y a pas de terrorisme en Ukraine. Il n'y a pas tout ça. Là. Et donc, les Russes ont attaqué l'Ukraine. Là, les Occidentaux, les Américains, les Européens, les Canadiens, on a puni la Russie, on a bloqué leur marché financier, on a bloqué leurs exportations. Mais ils trouvent où l'argent, les Russes, pour attaquer l'Ukraine? Ben, avec le gaz. Donc, l'Arabie Saoudite s'est peut-être dit, bon, on va calmer un petit peu la Russie. Si on baisse les prix du pétrole, ben là, les Russes vont devenir beaucoup moins riches, ils vont avoir moins d'argent pour attaquer des pays comme l'Ukraine ou pour aller en Syrie puis faire le chaos en Syrie. Donc, c'est peut-être ça aussi la stratégie de l'Arabie Saoudite, c'est de dire aux Russes, calmez-vous, je baisse les prix du pétrole. Quand on baisse les prix du pétrole, ça baisse le prix du gaz aussi. Donc, vous allez devenir moins riche, vous allez avoir moins d'argent pour aller faire le chaos dans des pays comme l'Ukraine et puis la Syrie. C'est peut-être ça la stratégie de l'Arabie Saoudite. Et il y a peut-être un autre phénomène ici. Peut-être que l'Arabie Saoudite se dit, là, le pétrole, là, dans 10 ans, il n'y a plus personne qui va utiliser ça. Pourquoi? Pardon? Les voitures électriques, les autres formes d'énergie. Pourquoi? Pourquoi il faut absolument aller vers des voitures électriques? Le réchauffement de la planète. La planète est en danger. Non, ça, on en a pour au moins 60 ans. Ben, c'est bientôt, là, mais c'est pas dans 10 ans encore. Avec le gaz de schiste, ça nous rapporte ça encore même peut-être à 80 ans.
Sauf que la Terre, elle ne peut pas attendre 80 ans. Là. La Terre se réchauffe maintenant, puis on en voit les phénomènes aujourd'hui. Il y a plus d'ouragans, il y a plus de tornades, il y a plus d'inondations. Les hivers sont plus chauds. Les étés sont plus chauds aussi. Donc là, ça, c'est une urgence. Là, l'Arabie saoudite se dit, si dans 10 ans, personne n'utilise de pétrole, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec mon pétrole? Bien, aussi bien de l'écouler aujourd'hui. Donc, je le mets le plus bas prix possible, puis j'écoule tout mon pétrole, puis je fais le maximum d'argent avant qu'il n'y ait plus personne qui l'utilise. Liquider des stocks. Donc, si vous pensez que dans 2 ans, le gouvernement va interdire les pommes, vous avez intérêt à vendre toutes vos pommes tout de suite, à n'importe quel prix. Donc, pardon, on ne sait pas exactement pourquoi, laquelle des raisons fait en sorte que l'Arabie saoudite a décidé de faire baisser les prix du pétrole. Ça, c'est nos suspects principaux. Sauf que ça n'empêche pas que tout ça, ça fait augmenter l'offre. Quand l'offre de pétrole augmente, qu'est-ce qui se passe sur les prix? Les prix baissent. Dernier phénomène pour expliquer la baisse du prix du pétrole, l'essor des énergies renouvelables. Ça, on en a déjà parlé. Donc, on sait qu'il y a le réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète est causé par le CO2 qui apparaît quand on brûle du pétrole. Donc, il faut utiliser d'autres sources d'énergie. En 2004 et 2012, je n'ai pas les chiffres pour après 2012, là, ça n'existait pas encore, mais vous voyez une croissance de 202% des énergies renouvelables dans le monde. Ça veut dire qu'on remplace du pétrole par ces énergies-là. La plus grande croissance, c'est l'énergie éolienne. Ça, c'est en rouge. On a la biomasse. La biomasse, c'est prendre les copeaux de bois, on fait des coupes dans les forêts. On prend les copeaux de bois, puis on chauffe ça pour se chauffer. Donc ça veut dire que ça remplace le pétrole. Ça veut dire qu'il y a encore plus d'offres. On a le pétrole pour source d'énergie, plus toutes les énergies renouvelables. Quand l'offre augmente, qu'est-ce qui se passe sur les prix? Diminue. Les prix diminuent. Baisse de prix. Donc, comment expliquer la baisse du prix du pétrole? C'est, 1, le ralentissement de la demande en Chine. 2, l'augmentation de l'offre à cause du gaz de schiste aux États-Unis. 3, parce que l'Arabie saoudite a décidé de faire baisser les prix pour toutes sortes de raisons géopolitiques. Ce ne sont pas des raisons économiques, c'est des raisons géopolitiques. 4, parce qu'il y a de plus en plus d'énergie renouvelable qui remplace le pétrole. Donc là, on vient d'expliquer pourquoi le prix du pétrole diminue. C'est les prix du pétrole mondiaux. Ce n'est pas le Canada qui décide ça, c'est les prix mondiaux. Maintenant, pourquoi ça affecte le dollar canadien? C'est la deuxième chose qu'on va expliquer. Si vous regardez le dollar canadien depuis 2002, par rapport au dollar américain, le dollar canadien est monté, jusqu'à la grande récession. Grande récession, le dollar canadien a chuté. Toujours la fameuse grande récession de 2008, la crise de subprime. Là, c'est remonté, et là, ça a encore chuté. On était plus fort que le dollar américain en 2013. C'était 1,05. Ça, quand on allait voyager aux États-Unis, c'était très agréable. Ça va bien. Quand on achète de l'électronique là, sur les sites web américains, ça nous coûte moins cher. Sauf que maintenant, on a notre valeur du dollar canadien qui a baissé jusqu'à 70 cents. On est un petit peu plus élevé aujourd'hui. Il est tombé presque à 70 cents. Ça, c'est comme si je vous disais qu'aller aux États-Unis, ça vous coûtait maintenant 30% plus cher. C'est pas bien le fun, ça. Pourquoi ça a baissé comme ça? C'est surtout à cause d'Alberta. Mais avant, là, je vais vous donner là, un petit truc pour comprendre toutes les variations de taux de change que vous pouvez avoir dans le monde. Prenez n'importe quelle monnaie et vous utilisez ce petit modèle-là. Là, vous pouvez comprendre pourquoi un taux de change a bougé. Le taux de change va dépendre de ce qu'on appelle la balance des paiements. Ça, c'est un terme très compliqué. Il veut dire tout simplement comptabiliser tous les échanges entre un pays et un autre. On peut avoir des échanges, on peut exporter. C'est-à-dire que le Canada va aller vendre
des avions à des Chinois. On exporte. On peut importer. Nous, on achète des chaussures italiennes en Italie. Donc, on importe de l'Italie. Donc, ça, c'est des transactions de biens et de services entre deux pays. Mais il y a d'autres transactions aussi. Il y a des entrées de capitaux et il y a des sorties de capitaux. Les entrées de capitaux, c'est des étrangers qui viennent au Canada investir au Canada. Ça aussi, c'est une transaction. On peut la comptabiliser. Et tous ces éléments, il y a d'autres éléments dans la balance des paiements que j'ai mis en gris. C'est des éléments qui sont moins importants, je n'ai pas envie d'en parler. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui est en noir, et c'est ces choses-là qui font bouger les taux de change. On va y aller par étapes. On va y aller par les entrées de capitaux. Mettons que vous êtes un Allemand, vous vivez en Allemagne, donc votre monnaie c'est l'euro. Vous voulez investir au Canada. La première chose que vous pouvez faire, c'est faire un investissement direct étranger. C'est quoi ça, un investissement direct étranger? IDE. Pardon? Non. Mais dans quoi exactement? Oui? Non. C'est pas ça, ça va être d'autres choses. Ici, c'est pour ça qu'on dit le mot direct. Si c'était indirect, ça serait acheter des actions. Acheter des ressources, place pour l'eau. De construire une usine ici. Construire une usine ici. Une entreprise allemande décide de construire une usine ici. Mais ça, c'est un investissement direct étranger. Une entreprise allemande décide, vous avez une PME au coin de la rue. Une entreprise allemande décide de devenir actionnaire d'une entreprise. Pas de la bourse, l'entreprise n'est pas à la bourse. Elle dit, bien, je vais te donner de l'argent pour te développer, comme les dragons. Tout le monde regarde les dragons? Oui, presque tout le monde. On sait les de toute façon. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des prises de participation, ils donnent de l'argent à des entreprises, pour que ces entreprises-là se développent. Donc, c'est un Allemand qui fait ça au Canada. Soit qu'on construit une usine ici, soit qu'on prend une participation dans une entreprise qui est canadienne. Ben, en d'autres termes, si on veut construire une usine ici, ben, il faut construire une usine, il faut payer des fournisseurs, il faut payer des contracteurs, des ouvriers, ça prend des dollars canadiens. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si l'Allemand veut venir ici, ben, ça attire un investisseur étranger. Lui, il a besoin de dollars canadiens pour pouvoir faire son investissement. Donc, on a une augmentation de la demande de dollars canadiens. Puis quand la demande augmente, qu'est-ce qui se passe sur le prix? Le prix augmente. Quand la demande augmente, le prix augmente. Donc, la valeur du dollar canadien va augmenter. Donc, à chaque fois qu'il y a des étrangers qui veulent soit construire une usine ici, soit prendre une participation dans une entreprise ici, ça lui prend du dollar canadien. Donc, il est obligé de demander du dollar canadien. Donc, il va prendre ses euros pour acheter du dollar canadien. En achetant du dollar canadien, il y a une demande de dollar canadien. Ça fait augmenter la demande de dollar canadien, donc ça fait augmenter la valeur du dollar canadien. Pourquoi l'Allemand il veut faire ça? Ben, il y a deux raisons. Soit parce qu'il sait que l'entreprise va faire du profit, là, lui va avoir une part du profit, soit parce qu'il sait qu'il va être capable de revendre l'entreprise puis faire un profit là-dessus. C'est ce qu'on appelle un gain en capital. On prend quelque chose et on le revend plus cher, ça s'appelle un gain en capital. Donc, si l'économie du Canada se porte très bien, ça va inciter beaucoup d'étrangers d'investir dans nos entreprises ici, ce qui va faire augmenter la valeur du dollar canadien. La deuxième chose, on peut investir à la bourse. Il y a une bourse à Toronto avec des entreprises canadiennes. Un Allemand vient acheter des actions à la bourse de Toronto. Mais pour acheter des actions, ça prend du dollar canadien. Donc lui, on attire encore un investisseur étranger. Il demande du dollar canadien pour acheter des actions à la bourse de Toronto. Donc ça fait une augmentation de la demande du dollar canadien, ce qui fait augmenter la valeur du dollar canadien. Donc si la bourse de Toronto se porte très bien, ça va attirer des Américains, des Européens, des Chinois, des Asiatiques à venir investir dans la bourse de Toronto, la bourse du Canada. Pourquoi on investit à la bourse? Soit parce que l'entreprise dans laquelle on a investi nous donne des dividendes, donc une partie du profit, soit parce que nos actions, on peut les revendre plus cher,
Donc là, on fait ce qu'on appelle un gain en capital encore une fois. Donc, si l'économie du Canada va bien, si les entreprises qui sont dans la bourse font beaucoup de profit, ça va attirer des investisseurs étrangers qui vont vouloir du dollar canadien. Donc, le dollar canadien va augmenter. L'autre façon d'investir, c'est d'investir dans l'immobilier. On peut acheter un bloc appartement. On peut acheter un centre d'achat. Pourquoi on ferait ça? Ça fait du profit. Mais comment on fait de l'argent si on achète un bloc appartement? Les gens versent du loyer, donc on se fait de l'argent. Ou on peut prendre le bloc et le revendre plus cher. Donc, gain en capital, encore une fois. Donc, si l'économie du Canada va bien, si l'immobilier au Canada va bien, si les loyers augmentent, encore une fois, ça va attirer des entreprises, pas des entreprises, des investisseurs étrangers au Canada, qui vont vouloir demander de l'argent canadien pour investir dans l'immobilier canadien, ce qui va faire augmenter la valeur du dollar canadien. Les obligations, je vais couper ça parce que c'est un peu plus compliqué, mais un Allemand pourrait tout simplement déposer de l'argent dans une banque canadienne, de l'épargne. Qu'est-ce que ça ramène de déposer de l'argent dans une banque? De l'intérêt. Tout le monde a un compte de banque? Tout le monde a un compte d'épargne? Ceux qui disent non, créez-vous un compte d'épargne, c'est important. Donc, vous allez faire de l'intérêt là-dessus. Donc, la banque vous verse un taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont plus élevés au Canada, ça va attirer des investisseurs étrangers qui vont vouloir mettre leur argent dans les banques ici. Donc, ça attire des investisseurs étrangers. Donc, ils demandent de l'argent canadien pour mettre dans un compte au Canada. La valeur du dollar canadien va augmenter. Maintenant, exportation. Mettons que le Canada se met à exporter des avions et du sirop d'érable au Japon. Le japonais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le japonais est en train de nous acheter des avions et du sirop d'érable. Donc, il a besoin de dollars canadiens pour faire ça. Il achète nos produits d'ici. Donc, lui aussi, il a une demande de dollars canadiens. La demande de dollars canadiens augmente, ce qui fait augmenter la valeur du dollar canadien. Donc, quand vous allez voir les exportations du Canada qui augmentent, vous allez voir le dollar canadien qui augmente. Parce que quand on exporte, ça veut dire qu'on vend. Ça veut dire que les étrangers achètent de nos produits, puis pour acheter nos produits, ils ont besoin d'acheter notre monnaie. Donc, ça augmente la demande de notre monnaie, ça augmente la valeur de notre monnaie. Puis, finalement, les importations. Ça, c'est quand nous, on achète des produits de l'étranger. Donc, on achète des vins français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on demande de l'euro, on prend nos dollars canadiens pour acheter de l'euro. Donc, ça fait monter la valeur de l'euro, mais inversement, ça fait diminuer la valeur du dollar canadien. Donc, quand on a nos importations qui augmentent, ça veut dire qu'on demande plus de la demande de la devise étrangère, donc ça fait baisser la valeur du dollar canadien. La demande diminue, baisse de prix. Avec ça, vous pouvez comprendre toutes les variations de taux de change que vous voulez. On peut expliquer toutes les variations du taux de change du dollar canadien depuis 1986. On ne fera pas ça. La présentation de PowerPoint, je vais la mettre sur mon site web ce soir. frédériclorrain.com, si vous la voulez. frédériclorrain.com, je vais la mettre ce soir. Donc là, on disait qu'il y a un lien entre la chute du dollar canadien et la chute du prix du pétrole. Donc là, si on regardait le dollar canadien, on voit que le dollar canadien chute. On dit ça, c'est à cause du pétrole. Pourquoi? Bien, avec le petit modèle qu'on a vu, on peut expliquer. C'est quoi la plus grande exportation du Canada? Du pétrole. Le Canada exporte énormément de pétrole. On est un grand producteur de pétrole. C'est notre principale exportation. Pas au Québec. Au Canada, oui. C'est quoi les provinces qui produisent du pétrole? L'Alberta. Bon, là, j'ai entendu un peu. On a dit Alberta, mais après ça. Saskatchewan. Saskatchewan. Non, pas tout à fait. Terre-Neuve. 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 Donc là, on a dit que les Chinois, on revient aux Chinois,
consomme de plus en plus de pétrole, notamment au Canada. Donc, ça veut dire que le Canada exporte de plus en plus de pétrole en Chine. Si les exportations du Canada augmentent, ça veut dire que les Chinois, mettons qu'ils veulent acheter un baril de pétrole. On leur dit, OK, ça coûte 100 $. C'est quoi la demande de dollars canadiens du Chinois? Pardon? 100 $. Si on lui dit, ben, tu veux acheter un baril de pétrole qui coûte 100 $, ben, il a besoin d'acheter pour 100 $ de dollars canadiens. Mais maintenant, il dit, non, maintenant, je ne veux plus acheter un baril, je vais en acheter deux. C'est quoi sa demande de dollars canadiens? 200. Donc, un baril vaut 100, deux barils, ben, c'est 200. Donc, maintenant, il est obligé de demander 200 $ de dollars canadiens. Donc, sa demande de dollars canadiens augmente, ce qui fait que la valeur du dollar canadien augmente. Donc, augmentation de la demande de pétrole canadien. Donc, les Chinois nous achètent notre pétrole, ce qui fait que nous, on exporte de plus en plus de pétrole. Ce qui fait que pour acheter notre pétrole, les Chinois ont besoin de dollars canadiens. Ça augmente la valeur du dollar canadien. Et c'est pour ça que vous avez eu cette espèce de hausse du dollar canadien depuis à peu près 2003-2004. Le dollar canadien monte au fur et à mesure que les Chinois nous achètent du pétrole. Pas juste les Chinois, mais surtout les Chinois. Mais il n'y a pas juste la quantité de pétrole qui a un effet ici. On a vu que les prix du pétrole, jusqu'à récemment, ont augmenté. Qu'est-ce qui se passe? On reprend mon Chinois. Le Chinois, il dit, un baril de pétrole, c'est 100 $. C'est quoi sa demande de dollars canadiens? 100 $. Maintenant, les prix du pétrole ont augmenté à 150 $ le baril de pétrole. Donc là, on dit, ah, maintenant, c'est plus 100 $, c'est rendu 150 $ pour un baril de pétrole. C'est quoi la demande de dollars canadiens? 150. On est passé de 100 $ à 150. Maintenant, il doit demander 150 $ pour acheter le même baril de pétrole. Donc, il est obligé de demander plus de dollars canadiens. Donc, pour chaque litre de pétrole, il faut plus de dollars canadiens parce que les prix mondiaux de pétrole ont augmenté. Donc, augmentation de la valeur des exportations. Donc, on exporte la même quantité de barils, mais c'est la valeur. Donc, le prix par baril a augmenté. Ce qui fait que la demande du dollar canadien a augmenté, ce qui fait que la valeur du dollar canadien a augmenté. Donc ça explique pourquoi, jusqu'à il y a un an, le dollar canadien augmentait pour devenir même plus cher que le dollar américain. Parce qu'on exportait de plus en plus de pétrole, puis le pétrole coûtait de plus en plus cher, ce qui fait que ça prenait toujours de plus en plus de dollars canadiens pour acheter notre pétrole. On n'exportait pas juste du pétrole, on exportait du fer, on exportait de l'or, toutes sortes de ressources naturelles que les Chinois et d'autres pays nous achetaient. Donc là, je viens d'expliquer que plus on exporte du pétrole en Chine, plus la valeur du dollar canadien va monter. Plus le prix du pétrole augmente, plus le dollar canadien va monter. Mais là, si on fait le contraire, si les Chinois arrêtent de nous acheter du pétrole, bien là, nos exportations diminuent. Les Chinois ne demandent plus de dollars canadiens parce qu'ils achètent de moins en moins de pétrole ici. Si en plus de ça, le prix du baril de pétrole diminue, bien, ça prend de moins en moins de dollars canadiens pour acheter des barils de pétrole. Donc, ça explique pourquoi le dollar canadien a chuté. Et ici, j'ai superposé le prix du baril de pétrole avec le prix du dollar canadien. Vous ne voyez pas que ça se ressemble? C'est presque la même courbe. Ça se suit presque parfaitement. Deux jumeaux. Donc là, la présentation s'appelait quand le pétrole a le rhume, le prix du pétrole a le rhume, le dollar canadien a tous. Mais en fait, c'est quand un a le rhume, l'autre a le rhume aussi. Donc là, on a une grosse chute du prix du pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé en Alberta à partir du moment où le prix du pétrole a commencé à diminuer? Pardon? Ils en produisent moins. Ça a quoi comme conséquence? Oui, l'économie s'en ressent. Pourquoi? Oui, c'est leur source principale de revenus. Ils ont moins d'exportation. Mais ça, concrètement, là, pourquoi ça en est? Pardon?
Oui, mais pourquoi? Ça fait une perte d'emploi. Pourquoi ils ont perdu leur emploi? Parce qu'ils produisent moins parce que c'est moins payant de produire. C'est quoi le principe? Actuellement, c'est quoi la principale? Quel type de pétrole l'Alberta exploitait? Gaz de schiste. Sable Non. bitumineux. Sable bitumineux. Ça, c'est du pétrole qui sort tout seul du sol? Non, ça, c'est du pétrole compliqué à extraire. Ça coûte cher à extraire. Si le prix est à 100 le baril, c'est rentable. Si 80 le baril, c'est rentable. 30 le baril, c'est pas rentable. Donc, les entreprises se disent, j'exploite plus, j'arrête. Donc, là, toutes les entreprises qui exploitaient du pétrole ont arrêté d'investir. J'arrête d'investir dans l'exploitation du pétrole. Donc, ça veut dire que tous leurs sous-traitants, tous leurs fournisseurs ont moins d'argent. Donc, deuxièmement, ils vont licencier les employés. Ils vont dire, OK, j'ai plus besoin de toi parce que là, je ne vais plus explorer le pétrole. Je ne vais plus essayer de l'extraire. Donc, tous les employés qui étaient dans ce domaine-là perdent leur emploi ou font moins de revenus. Là, imaginez, tous ceux qui travaillent pour ces entreprises-là, les sous-traitants, les fournisseurs, les employés, tous ces gens-là ont moins d'argent. Bien là, tout ça fait en sorte que l'économie de l'Alberta a chuté. De l'Alberta, de la Saskatchewan, puis de Terre-Neuve. Donc, chute des prix du pétrole. Donc, ça veut dire que les entreprises qui exploitent le pétrole ont moins d'argent, moins de revenus. Donc, moins de revenus, moins de richesse, ralentissement économique. Mais parce que les prix ont baissé, ça a convaincu les entreprises d'arrêter d'exploiter du pétrole, d'en exploiter beaucoup moins qu'avant. Donc, les entreprises ont cessé les investissements dans le pétrole, donc ça crée du chômage. Puis quand on est au chômage, bien, on a moins de revenus. Moins de revenus, moins de croissance économique. Mais il n'y a pas juste le prix, les exportations aussi, parce que les Chinois achètent beaucoup moins de pétrole du Canada. Donc, ça fait encore moins de revenus. Donc, c'est encore une raison de moins d'investir. Donc, on a moins de production, plus de chômage, encore une fois, moins de revenus. Puis finalement, l'économie mondiale est au ralenti. L'Europe, ça va pas bien. La Chine, ça va pas bien. Les Américains, ça va moyen. Moyen-Orient, il y a des guerres. En Afrique, il y a du terrorisme. Donc, il y a de moins en moins de monde qui achète le pétrole. Donc, moins d'exportation pour le Canada. PIB au ralenti, moins de revenus, ralentissement économique. Et là, si vous regardez le PIB du Canada depuis 2001, vous voyez que le PIB, notre richesse collective, ça augmente. Oups! Une première baisse, ça c'est la fameuse grande récession. Après la grande récession, ça augmente. Là, ce qui est en rouge en haut, on voit la petite chute. Ça, c'est à cause de la baisse du prix du pétrole. C'est tout ce qu'on vient de dire, là. C'est des entreprises qui arrêtent d'investir, les sous-traitants qui ne travaillent plus, les fournisseurs qui ont moins de commandes, les gens qui perdent leur emploi. On peut le voir en taux de croissance aussi. Donc là, si on regarde les taux de croissance, vous voyez les taux de croissance du Canada. Donc là, vous voyez la grande récession. La récession était à 1,77 par année, 2,22 1,63, 2,27. Du coup, pouf, depuis quelques mois, on tombe dans les 0,41, 0,13, 0,53. Notre taux de croissance est beaucoup plus faible qu'avant. Conséquence, quand on a un ralentissement économique, pour le gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le revenu du gouvernement? Il diminue. Pourquoi? Moins d'impôts. Les gens ont plus d'argent, donc ils payent moins d'impôts. Les gens ont plus d'argent, donc les gens consomment moins de revenus de taxes. Qu'est-ce qui se passe sur les dépenses? Les dépenses font quoi? Pourquoi? Oui, mais le gouvernement. Le gouvernement, les dépenses augmentent. Hein? Allocation de chômage, il y a plus de chômeurs, il faut envoyer des chèques. Puis il y a plus de monde qui tombe dans la pauvreté. Donc, il y a plus d'allocations de bien-être social et les autres allocations. Les revenus diminuent, les dépenses augmentent, automatiquement, le gouvernement tombe dans le déficit budgétaire. Le gouvernement Trudeau vient d'annoncer son nouveau budget. Là, on voit la grande récession, ça nous a causé des déficits.
Puis on était tombé au surplus budgétaire cette année. On était tout heureux. Enfin, on est au déficit zéro, on a même un petit surplus. Pouf, on tombe dans le déficit. Pourquoi? Ben parce que le gouvernement Trudeau décide de faire beaucoup de dépenses. Mais pas juste ça. Parce que l'économie du Canada va mal. Ça fait monter les dépenses du gouvernement, puis ça fait diminuer ses revenus, ce qui fait qu'automatiquement, même sans prendre de décision politique, il y a un déficit. Donc, une partie du déficit est expliquée par les prix du pétrole. Donc là, j'ai 1 minute pour faire mes perspectives économiques. Ce qui est important de savoir, c'est que quand la valeur du dollar canadien diminue, est-ce que ça c'est bon ou pas bon pour les entreprises? Pourquoi? Ça leur coûte plus cher pour importer des produits, mais ça leur coûte moins cher d'exporter aux Américains. Les Américains qui achètent nos produits, bien, ça leur coûte beaucoup moins cher quand la valeur du dollar canadien est très basse. Donc là, c'est une chance pour rattraper le coup. Que les entreprises québécoises et canadiennes se mettent à exporter, profitent du fait que le dollar est très très bas pour exporter et ramener de la croissance économique. Mais attention, ça, on a déjà connu ça dans les années 2000-2005. Valeur du dollar canadien très bas, on exportait beaucoup aux États-Unis. Les entreprises canadiennes sont assises sur leur laurier. Il ne faut pas faire ça, il faut continuer à innover, c'est ça le secret. Le gouvernement Trudeau dépense beaucoup d'argent, notamment pour relancer l'économie. On va voir si ça va fonctionner dans les prochaines années. Mais finalement, on l'a dit, il faut faire attention parce que quand le dollar canadien baisse, ça veut dire que ça nous coûte plus cher d'acheter des choses aux États-Unis. On achète beaucoup de machines aux États-Unis, puis beaucoup de machines en Allemagne. On n'en produit pas beaucoup au Canada. Donc ça, c'est une augmentation de coût pour les entreprises. Ça, je vais le couper. Merci beaucoup.